c'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Plusieurs sources annoncent le retour des déplacés dans le territoire de Rutshuru, territoire de la région est du pays, était le théâtre de combat entre les FARDC et les rebelles M23 ces dernières semaines. De retour à Kinshasa après une tournée dans le nord-ouest du pays, l'opposant Martin Fayulu soupçonne le régime en place de tenter d'organiser des élections non impartiales. Sa plateforme a annoncé pour très prochainement des sit-ins pour sauver le peuple. Le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023 aura lieu ce mardi en Afrique du Sud. La RDC est logée dans le chapeau 1 aux côtés des plus grands tels que le Sénégal tenant du titre ou encore l'Égypte deuxième. Mesdames et messieurs, bonjour. Les populations qui ont fui des affrontements de mars dernier entre l'armée et les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu regagnent peu à peu leur milieu d'origine dans la région de Jomba. C'est notamment à Cherengero, Jomba, Shea, Bunagana, Raningira, Raguba et Matebe. Quelques activités commerciales et champêtres ont également repris dans ces milieux sécurisés, du reste par l'armée régulière, rapportent les mêmes sources. Au moins 5 civils ont été tués par un militaire de l'armée nationale à Fizi ce lundi, selon le lieutenant Marc Elongo, porte-parole de l'armée. Dans cette région, l'incident s'est produit dans une embarcation motorisée qui quittait le port de Casimia pour la ville de Baraka. À l'Assemblée nationale, des élus, une bonne dizaine, risquent d'invalidation pour absence prolongée. Dans la liste, le Premier ministre honoraire évoluant dans l'opposition, Adolphe Muzito, le président de la Chambre basse lors de la dernière législature, Aubin Minakou, ou encore le dernier directeur de cabinet de Joseph Kabila, Némi Moulania et d'autres députés du FCC. Également présent dans la liste, l'ancien ministre des Sports, Papi Nyango. Ce dernier est pourtant l'auteur d'une pétition visant à destituer le président du bureau de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, une coïncidence qui cause des doutes quant à l'objet de cette tentative d'invalidation pourtant conforme au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. La motion incidentielle consiste tout simplement à respecter notre règlement intérieur ainsi que la constitution de notre pays. Si vous lisez la Constitution à son article 110 et puis les règlements intérieurs à son article 95.6, il est bien mentionné que le député est appelé à siéger pendant plus ou moins un tiers des séances réservées aux activités parlementaires. On peut siéger à plénière, on peut siéger dans la commission ou dans la sous-commission. Donc, il est tout à fait illogique que nous puissions entretenir l'immoralité dans notre chambre, c'est-à-dire ici, nous avons des élus qui sont là pour représenter une circonscription et qui ne viennent pas participer aux activités de notre chambre. C'est vraiment une immoralité. En conséquence, nous demandons au bureau d'appliquer la Constitution et les règlements intérieurs de notre chambre. Donc, sans la loi, sans la discipline, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Appliquer la loi, cela signifie tout simplement que ceux qui ont violé cette disposition constitutionnelle et réglementaire doivent être invalidés pour que leurs suppléants viennent le remplacer, parce qu'ils n'ont pas de temps pour représenter leurs électeurs. C'était là le député Paulin Odiane qui a proposé justement cette disposition au bureau de l'Assemblée nationale. Examen de la loi électorale prévue ce mercredi à l'Assemblée nationale. La question continue de diviser au sein des états-majors des partis politiques. Le parti de l'opposant Martin Fayulu, SID, qui s'y oppose, a annoncé un sit-in devant l'Assemblée nationale ce mercredi pour dire non à l'examen de la dite loi. L'ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2018 milite pour le consensus
consensus autour du processus électoral et exige la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Ce mardi encore, Martin Fayulu a publié sur son Twitter, je cite, « N'est pas vouloir organiser des élections transparentes et impartiales, c'est décidément prendre l'option de maintenir les peuples dans la pauvreté et la misère, c'est de l'indignité. » Fin de citation. Contrairement à l'Assemblée nationale qui a voté avec difficulté la énième prorogation de l'état de siège suite au boycott des députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu qui s'opposaient à une nouvelle autorisation de prorogation, le Sénat a adopté lundi en seconde lecture la loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. Les élus des élus ont promis d'évaluer avant la prochaine prorogation. Sur 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement, 89 ont participé au vote, 81 ont voté pour, 2 ont voté non et 6 par abstention. Après un débat engagé quant à cette situation exceptionnelle que connaissent les deux provinces de la partie Est de la RDC, la plénière a décidé de ne prolonger prochainement l'état de siège qu'après une évaluation avec les membres du gouvernement qui sont concernés par cette situation. Chers collègues sénateurs, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 89 membres ont pris part au vote, 81 membres ont voté oui, 2 membres ont voté non et 6 membres se sont abstenus. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour promulgation. Mes sincères félicitations. Il faut noter que la ministre de Culture, Arts et Patrimoine, qui devait répondre à cette plénière, à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Denis Kambaye sur l'embargo des faits que connaissent les productions des artistes et musiciens dans l'espace Schengen, s'est excusée et a promis d'éclairer la lanterne des élus le jeudi prochain. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a lancé officiellement ce vendredi le projet de réponse multisectorielle en post-Ebola dans la province de l'Équateur. C'était en présence du gouverneur de la province, du manager du projet Redis 4, des représentants de l'UNICEF et l'OMS, ainsi que des responsables locaux du secteur de la santé. C'est en date du samedi 16 avril 2022 que le ministre des Santé, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a donné les go du projet multisectoriel Ebola en Mbandaka. Un projet qui démarre avec un lot important d'équipements des matériels médicaux pour garantir l'efficacité des équipes médicales pendant leur intervention. Une centaine de motos au total ont été remises symboliquement par les ministres des Santé aux gouverneurs des provinces de l'Équateur, Bobo Boloko. Des matériels qui doivent être utilisés à bon escient, a insisté Jean-Jacques Mbungani. Toutes les zones de santé de la province de l'Équateur sont concernées, mais aussi certaines zones des provinces voisines de Maïndombe, Gachuapa, Soudoubamba et Gamongala pour leur proximité avec l'Équateur. Selon les accords signés avec les partenaires précités, les activités de la surveillance devront durer 6 mois et celles de la prévention 12 mois, à l'issue desquelles des supervisions tant du niveau central que de la division provinciale devront rassurer la mise en œuvre exacte dans les normes et directives du secteur. Remercier au nom du gouvernement la Banque mondiale pour ce financement de l'OMS et de l'UNICEF qui ont accepté tous ensemble d'accompagner la province de l'Équateur vers le pas de sa résilience post-Ebola. Un protocole d'accord signé entre l'UGPDDS et l'OMS a été financé de 4 millions de dollars, tandis qu'avec l'UNICEF, les montants s'élèvent à 6 millions de dollars, soit un total de 10 millions mis à la disposition de ces deux organisations partenaires pour une mise en œuvre de ces projets par la Banque mondiale. Le projet qui va lancer officiellement ce jour
Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, est issu des 2 protocoles d'accord signés entre l'unité de gestion du PDSS et l'OMS pour un montant d'environ 4 millions de dollars et avec l'UNICEF pour un montant de 6 millions de dollars. Et donc ce projet servira au renforcement de la surveillance épidémiologique afin de dépister précocement les épidémies et renforcer la prévention et le contrôle de l'épidémie, ainsi que le hausse dans les 18 zones de santé de la province de l'Équateur. Le gouverneur de la province Bobo Boloko a salué l'avènement de ces projets qui, espère-t-il, permettra à sa province de désormais anticiper toute forme d'épidémie et maladie. Au Royaume-Uni, la polémique est toujours vive autour de l'accord entre Londres et Kigali pour envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le sol britannique. Et malgré la controverse, les 2 pays restent intransigeants, comme en témoigne la tribune commune signée par Priti Patel, le ministre de l'Intérieur britannique, et Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères. Pour eux, ce partenariat permettra de combattre le problème migratoire à la racine. Nouveau détail avec notre correspondante en Europe, Marie Curie. C'est une idée scandaleusement mal conçue qui fera souffrir tout en gaspillant d'énormes sommes d'argent public. Le bilan du Rwanda est lamentable en matière de droits humains. Amnesty International, c'est en ces termes que l'ONG de défense des droits humains qualifie l'accord de plus de 120 millions d'euros qui vient d'être signé le 14 avril 2022 par le Rwanda et Londres. Dans un proche avenir, le Rwanda pourra accueillir sur son territoire des milliers, des dizaines de personnes de toutes nationalités, d'où qu'elles viennent, d'Afghanistan, d'Érythrée, de Syrie ou encore d'Iran, entrées illégalement depuis le 1er janvier 2022 au Royaume-Uni. Aussi, les personnes qui ont épuisé tout recours et à qui on a refusé d'octroyer le statut de réfugié, ce sont ces personnes-là qui se verront relocalisées au Rwanda. 26 338 km², la superficie du Rwanda aura-t-il assez d'espace pour accueillir des milliers de personnes? Or, la délocalisation de personnes ou de réfugiés est contraire à la Convention de Genève dont le Royaume-Uni est signataire. Où sont donc passés les droits de l'homme et des libertés fondamentales de ces personnes? Ici, tout le monde se pose la question de savoir quelle est la motivation réelle de cet accord. Que redouter de cet accord, justement, la question que se pose notre correspondante en Europe, Marie Curie. Nous allons avoir plus d'informations, des sous des cartes, comme on aime bien le dire chez nous ici à Télé 50, avec un invité bien désigné, monsieur Henri-Désiré Zouzi. Il est producteur associé du journal diplomatique et contributeur à La Voix de l'Amérique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'entrée de jeu, la première question, dites-nous, les 2 pays persistent avec cet accord, pourtant critiqué par l'ONU et plusieurs organisations de droits de l'homme. Est-ce que l'accord ira jusqu'au bout? À votre avis, l'on verra vraiment des migrants atterrir au Rwanda? Alors, je pense qu'il faut dépassionner le débat, d'abord parce qu'il s'agit d'un accord entre 2 États souverains, la première chose. La deuxième, c'est qu'il ne vous aura pas échappé que le Rwanda a fait le pari de rejoindre le Commonwealth il y a de cela plusieurs années. Donc nous avons 2 pays membres de cette communauté d'intérêts ou de valeurs, c'est selon. Maintenant, que dit le droit international? Effectivement, quand on regarde l'accord, effectivement, il énerve certaines dispositions. Mais la Convention de Genève sur les réfugiés, qui date de 1951, dans certaines conditions, autorise ce genre d'accord dès lors que les droits des personnes concernées sont préservés et leur sécurité garantie. Donc à ce niveau-là, il faut que le Rwanda fasse la démonstration de sa capacité à protéger ces personnes-là. Ce qui énerve, parmi les raisons qui énervent justement la sous-région, l'on parle de la superficie du Rwanda qui est un petit pays quand même de ce côté-là, et l'on se pose la question où ils iront justement. Alors il y a des sites qui ont été désignés. Des milliers de personnes par an. Alors,
le Rwanda a, à ce jour, accueilli plus ou moins 150 000 réfugiés, certains venant de la RDC, du Burundi et d'autres pays, et récemment encore des réfugiés, ou en tout cas des personnes qui étaient en transit en Libye, ont été envoyés au Rwanda. Alors, au niveau des motivations, c'est pas compliqué. Il y a le mobile et l'opportunité. Le Rwanda veut faire un coup politique et diplomatique en se positionnant comme un pays qui a déjà connu dans le passé ce problème de migrants, puisque beaucoup de Rwandais étaient eux-mêmes réfugiés dans d'autres pays. Et le fait que le Rwanda, qui est sorti d'une période très compliquée il y a de cela quelques années, se positionne comme un pays d'accueil, c'est simplement prendre date vis-à-vis de la communauté internationale pour montrer sa disponibilité, et puis surtout, il y a des motivations financières, 120 millions de livres sterling, ce qui Est-ce que ça représente quelque chose de vraiment énorme pour le Rwanda ? 144 millions d'euros, oui, pour un pays comme le Rwanda, de cette taille-là, oui, vraisemblablement. Mais il y a aussi d'autres calculs qui sont poursuivis derrière. Écoutez, le Rwanda aujourd'hui, qui a un certain nombre de difficultés avec certains de ses voisins, les relations avec l'Ouganda ne sont pas au beau fixe. Il y a l'activisme de certains groupes armés dont on sait que le Rwanda tire les ficelles. Et aujourd'hui, il s'agit de faire bonne figure en ayant un profil de pays d'accueil. Et donc, je pense que d'un point de vue, j'allais dire, cosmétique et communicationnel, c'est de bonne guerre de la part des autorités rwandaises que de se lancer dans un accord qui, vous l'avez rappelé, est effectivement contestée, en tout cas remise en cause par la communauté internationale, en tout cas une partie d'entre elles, mais je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'opération. Récemment encore, le Rwanda a signé un accord avec l'Union africaine et le HCR pour accueillir, mais cette fois-ci dans le cadre d'un programme de transit, des réfugiés qui ont vocation à séjourner de manière temporaire au Rwanda avant d'être éventuellement réorientés ailleurs, mais on sait très bien que dans les faits, ça peut être effectivement très compliqué. Alors, est-ce que c'est exagéré de craindre pour la sécurité nationale des pays de la sous-région, comme c'est le cas? Vous avez cité l'Ouganda, où les relations ne sont pas au beau fixe, mais il y a aussi à Kinshasa une certaine méfiance par rapport à cette réalité. Alors, il y a un paradoxe, en fait, si vous permettez, c'est que l'année passée, le Royaume-Uni a accordé l'asile à 4 Rwandais qui avaient fui le Rwanda justement pour des raisons de non-respect des droits humains. Aujourd'hui, le même Royaume-Uni signe ce type d'accord. Bon, on va chercher la cohérence ailleurs, mais peu importe. Alors, je pense que s'il y a des préoccupations légitimes, il faut que les pays de la sous-région les expriment très clairement. Il suffit de convoquer l'ambassadeur du Royaume-Uni et du Rwanda pour en savoir davantage. Mais quand on regarde le profil des personnes qui sont destinées à venir, effectivement, on peut se poser des questions à un moment où nous avons notamment un groupe armé qui n'a jamais caché, j'allais dire, ses accointances avec les mouvances islamiques et qui, effectivement, pose problème sur le territoire congolais. Ce que l'on ne veut pas, effectivement, c'est qu'il y ait un effet contagion du fait de la présence de certaines personnes qui pourrait tirer profit de la situation en exploitant par exemple les faiblesses de l'État rwandais, parce que bon, l'État rwandais est présenté comme étant efficace, mais il peut y avoir des failles qui peuvent être exploitées par des gens mal intentionnés et ainsi causer, j'allais dire, une situation sécuritaire préoccupante dans la sous-région. Ce n'est pas exclu, bien sûr. Monsieur Henri-Désiré Zozi, merci. Je vous en prie. Autre chose à présent, 2 candidatures sont jusque-là enregistrées à la représentation estudiantine du Congo pour les élections futures de la coordination nationale des étudiants. Alexandre Moudiandambou, étudiant en 2e licence bâtiments et travaux publics de l'INBTP, a déposé sa candidature au poste de président des étudiants du Congo. Accompagné d'un collectif des étudiants de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, Alexandre Moudiandambou, étudiant en 2e licence bâtiments et travaux publics, a déposé sa candidature à la représentation des étudiants du Congo au poste de président national des étudiants. Un cheminement à pied partant de leur établissement vers le siège de la REC avec des ovations démontrant la détermination de diriger la commission estudiantine du pays. Tous les étudiants congolais ainsi que des grands leaders comme des coordonnateurs et qu'ils puissent m'accompagner à gagner les élections, qu'ils puissent soutenir cette candidature de l'INBTP que je représente afin que nous puissions redorer l'image positive de l'étudiant congolais.
Après remplissage de la fiche d'identification et dépôt des candidatures, Alexandre Moudianda Mbunduku a adressé un message de motivation aux étudiants congolais en général, les appelant de soutenir la candidature de l'INBTP. Également, l'étudiant Mukwini Otak Sami a postulé comme vice-président de la représentation nationale du pays. Les candidatures sont jusque-là enregistrées, d'où l'appel de la REC aux étudiants qui tardent d'emboîter les pas. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a déclaré hier lundi l'état de catastrophe nationale, une semaine après les terribles inondations qui ont fait au moins 443 morts dans la région de Durban. La situation demeure préoccupante. Des graves pénuries d'eau et d'électricité affectent la région et une quarantaine de personnes sont encore portées disparues. Un désastre humanitaire a évoqué le président Cyril Ramaphosa lors de son allocution télévisée lundi à l'issue d'une session spéciale en son cabinet. Ce soir, nous sommes une nation unie dans le deuil, a ajouté le président sud-africain. Une semaine après la catastrophe, l'espoir de retrouver des survivants est maigre. D'après les secouristes, selon les derniers chiffres, l'on compte encore plus d'une quarantaine de personnes portées disparues qui s'ajoutent aux 443 morts recensés dans la région de Durban sur la côte Est. Des graves pénuries d'eau et d'électricité sont observées. Près de 80% du réseau d'eau potable est hors service, indiquent les autorités locales. Les morgues débordées n'arrivent plus à suivre le flux de cadavres. D'autres même ont été emportés dans les crues. Les funérailles sont un défi logistique majeur. Le temps semble s'arrêter dans la province du KwaZulu-Natal. Plus de 600 écoles pour près de 270 000 élèves, près de 4 000 maisons et plus de 13 500 endommagés doivent être réhabilités. Dans l'entretemps, les opérations de recherche et de nettoyage continuent avec l'appui de l'armée. Près de 10 000 soldats ont été déployés dans les zones sinistrées pour prêter main forte aux secours débordés. Le génie militaire a mis à contribution des plombiers et des électriciens, des marchandises et des systèmes de purification d'eau ainsi que des tentes pour les sinistrés sont acheminés par voie aérienne. Des dons sont collectés à travers le pays, notamment dans les casernes des pompiers. Pâtes, conserves et couvertures sont données. Une aide d'urgence du gouvernement de 63 millions d'euros, près d'1 milliard de rand, a été annoncée. Le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023 aura lieu ce mardi. En Afrique du Sud, les 48 nations encore en lice sont réparties dans 12 groupes de 4, mais il pourrait y avoir 1 ou 2 groupes de 3 suite aux suspensions du Zimbabwe et du Kenya. La RDC est logée dans le chapeau 1 aux côtés du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Burkina Faso, de l'Égypte, de la Tunisie, du Cameroun et de l'Algérie. Le championnat national de football pourrait reprendre bientôt. Une réunion tripartite s'est tenue hier entre le ministère des Sports, la FECOFA et la Linafoot pour étudier minutieusement les points qui peuvent faciliter la reprise de la 27e édition. La question sur le retour du public au stade a été aussi abordée au cours de cette rencontre. Le compte rendu avec le secrétaire général ad interim belge, Sito Atala. Conjointement avec la Linafoot, nous avons été invités par l'autorité. Il était question d'analyser ensemble les causes du blocage du championnat, parce que vous savez que par rapport à cette question, l'opinion est très mal informée. Parce qu'il y a une thèse qu'on fait accréditer dans l'opinion selon laquelle c'est le gouvernement qui veut pas mettre les moyens à la disposition des grands Airways que le championnat puisse continuer. Mais aujourd'hui, l'autorité a expliqué que c'est tout à fait autre chose, parce que les paiements étaient bien et bien disponibles, mais il y a des raisons internes dans l'organisation de Congo Airways qui a fait que les paiements n'ont pas été effectifs, parce que les fonds étaient déjà disponibles au niveau de la Banque centrale pour alimenter, pour créditer le compte de Congo Airways. Mais c'est cette compagnie qui, par rapport à son fonctionnement qui n'a rien à voir avec les instances de football ni le gouvernement, qui a fait que le paiement n'est pas abouti. Alors, présentement, nous sommes en train d'envisager d'autres solutions pour pallier à la situation, de sorte que le championnat répète, parce que vous savez qu'il y a des agendas qui nécessitent la reprise du championnat, notamment le CHAN,
la CAN, puisque il y a un consensus qui s'est dégagé par rapport à une présence de joueurs qui jouent sur place dans les équipes nationales, donc le CHAN et la CAN, et ces joueurs régulièrement viennent de la LINAFoot. Donc sans championnat de LINAFoot, les sélectionnés auront du mal à connaître la forme réelle des joueurs au moment de leur sélection. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Plusieurs sources annoncent le retour des déplacés dans les territoires de Rutshuru. Ces territoires, dans la région est du pays, étaient les théâtres des combats entre les FARDC et les rebelles M23 ces dernières semaines. De retour à Kinshasa après une tournée dans le nord-ouest du pays, l'opposant Martin Fayulu soupçonne les régimes en place de tenter d'organiser des élections non impartiales. Sa plateforme a annoncé pour très prochainement des sit-ins pour sauver le peuple. Le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 aura lieu ce mardi en Afrique du Sud. La RDC est logée dans le chapeau 1 aux côtés des plus grands tels que le Sénégal, tenant du titre, ou encore l'Égypte, deuxième. Ne nous quittez pas, la revue de presse avec Jenny KMB, c'est dans un instant. Jenny KMB qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Christopher Otchokoum, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, bataille électorale entre la majorité parlementaire et l'opposition. C'est un sujet qui a intéressé beaucoup des journaux. Oui, la guerre entre les deux partis est lancée en rapport avec l'adoption de la loi électorale. La tension est au zénith au Parlement, note ouragan.cd. D'après ce média en ligne, l'opposition, notamment le Front commun pour les Congos et l'Amouka, exige au préalable un dialogue pour un consensus avant l'examen de la loi électorale. Entre-temps, du côté de la majorité au pouvoir, il est hors des questions de dialoguer pour elle. Il faut aller aux élections sans consensus et le temps court, il faudra faire vite pour l'attraper. Face à cette situation, certains estiment que plus rien n'est marche. Ils appellent par ailleurs le président de la République à nettoyer les écuries pour sauver l'image de sa famille politique. Les élus nationaux persistent et disent être malmenés par Christophe Mbosso. Alors pour en finir, ils veulent le bouter à travers une pétition initiée par Papi Nyango. Et Mbosso de son côté cherche comment résister face à cette pétition, lui apparue comme imprévisible. L'homme s'en va en guerre contre les absents, notamment Papi Nyango, qui cherche sa tête à travers cette pétition. Et Forum des As rapporte qu'hier, la majorité des députés présents à la plénière ont voté pour l'invalidation de leurs collègues absentéistes. Qui d'entre Christophe Mbosso et Papi Nyango réussira dans sa démarche? Nos regards sont restés fixés au Parlement. Et au niveau international, pour finir, la Cour pénale internationale centrafricaine, la Cour pénale spéciale centrafricaine a ouvert ses portes ce mardi, 7 ans après sa création. Effectivement, c'est ce mardi que la Cour pénale spéciale va juger ce premier cas. Cette instance judiciaire est composée de magistrats locaux et internationaux, rapporte Radio France Internationale. Ceux derniers vont devoir enquêter sur les violations graves des droits humains commises dans la République centrafricaine en 2003. Parmi les premiers accusés, on retrouve des anciens miliciens du groupe 3R accusés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Cette juridiction est créée en 2015 avec le soutien de l'ONU. Complète France24.com. Ce mardi marque les débuts d'une histoire avec cette cour qui aura la lourde tâche de faire la lumière sur des dossiers en rapport avec des crimes de guerre commis en République centrafricaine pendant la période de 2003. En tout cas, ce procès constituera un test crucial pour la CPS. Comme dans tous les cas, il ne manque jamais des critiques. La Cour pénale spéciale centrafricaine fait déjà l'objet de plusieurs questionnements. Certains s'interrogent sur son efficacité avant les débuts des travaux. Merci beaucoup Jenny pour ces titres sur l'information dans le continent et dans le pays. Merci à vous autres. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.